je serais un peu orgueilleux ou prétentieux en rappelant que il n'a pas fallu, je n'ai pas attendu d'entrer en politique pour qu'on sache que j'existe. Je crois que j'avais réussi à exister par la grâce de Dieu, ne serait-ce que médiatiquement, en mettant en avant d'autres capacités et d'autres talents dont Dieu m'a fait grâce. Donc, j'aurais pu ne jamais entrer en politique, que je crois que je serais toujours resté dans le paysage tout au moins médiatique camerounais. Je ne suis pas non plus entré en politique pour me faire de l'argent. Parce que je reste convaincu que les hommes les plus riches sur cette terre n'ont pas gagné leur argent par la politique. Il ne me souvient pas encore avoir vu dans un classement Forbes des hommes les plus riches, que ce soit en Afrique ou en Europe ou ailleurs, des gens qui le sont devenus riches, s'entend, parce qu'ils avaient fait la politique. Donc, si on veut se faire de l'argent, si on veut avoir de l'argent, s'il y a une route qu'il ne faut surtout pas emprunter, c'est la route politique. Parce que ne vous fiez pas toujours au charabia des réseaux sociaux, non. Même dans notre pays, le Cameroun, ceux qui tiennent de l'économie camerounaise, donc ceux qui ont de l'argent, c'est pas en politique. Moi, je vous parlerai des gens. Au début de notre échange, Tef Chaleur a évoqué, je crois, il a fait une comparaison entre 2018 et 2025. Récemment, lorsque nous faisions la réunion d'évaluation sur le point strictement financier, nous étions tous effarés. Toute notre campagne de 2018 nous a coûté près de 70 millions, 68, je sais pas, près de 70 millions. Toute la campagne de 2025 nous a coûté près de 350 millions. Et on faisait nous-mêmes la comparaison et on disait, on a fait une campagne de 70 millions et les gens nous accusaient, oh tu as bouffé mes 5 dollars, tu as bouffé mes 5 dollars, tu as bouffé mes 50 dollars. Et on finit la campagne de 2025 où on a dépensé, je ne sais pas combien de fois plus et personne ne nous accuse. Donc en fait, bon, on le disait pour marquer le fait que même sur ce point-là, on a pris de l'étoffe. Mais je vais vous dire que nous avons eu dans notre campagne des gens qui, à un moment, il fallait lever des fonds, ils vous disaient, bon, je vous donne 20 millions, moi je donne 50 millions, moi je donne 60 millions. Et ces gens qui doivent dans un bilan positif, de façon globale, hein, parce que vous m'avez posé la question sur la globalité. Maintenant, on peut toujours faire du cas par cas si on veut aussi. Mais globalement, le bilan est positif. C'était notre première expérience comme parti politique. Donc, a priori, c'était aussi le mandat de l'apprentissage, si on veut. Parce qu'une chose est que vous portiez des idées, vous racontiez des choses. Maintenant que vous devez agir et que vous faites face à la réalité et que les hommes et les femmes qui ont reçu la confiance exercent le pouvoir, on voit aussi comment ils se comportent dans l'exercice du pouvoir qui leur a été confié. Est-ce qu'ils restent les mêmes personnes? Est-ce qu'ils changent? Et on a tout eu. On a tout eu. C'est-à-dire que, autant sur les idées, on en a qui ont fait l'effort de rester fidèles à ce qu'ils s'étaient promis de faire. Ils l'ont fait. Autant, on peut déplorer que certains n'aient pas suivi les idées comme on l'a voulu. Autant, certains, une fois qu'ils ont accédé à la magistrature municipale, sont devenus de petits roitelets ou de petites roitelettes. Autant il y en a d'autres qui ont fait montre de constance, de maturité, de sérieux. Mais dans tous les cas, je crois que le bilan, il est positif. On a fait l'effort de tenir. J'essayais de monitorer tant que je pouvais. D'ailleurs, dans le parti, nous avons mis en place une commission en charge du suivi des communes. Parce que la première chose, et ça vaut pour toutes les communes du Cameroun, hein, quel que soit le parti politique, vous êtes dans un parti politique, l'UPC, qui a déjà géré les communes, donc vous comprenez sans doute de quoi je parle. Le vrai problème qu'on a au Cameroun sur les municipalités, c'est la loi qui encadre la gestion des communes. En fait, beaucoup de gens ne le savent pas, mais les maires ont très peu de marge de manœuvre, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Et moi, je peux même vous dire que, bien que moi, je l'ai appris à l'école, je suis juriste publiciste, ça c'est une chose. Mais le vivre, je vous assure, c'est foudroyant. C'est qu'à un moment, vous vous demandez, mais dans quoi on est au juste? Et c'est là que vous comprenez pourquoi la grande et l'écrasante majorité de nos communes sont dans un piteux état,
Alors que ceux qui accèdent à la tête de nos communes... Et de lire votre livre, on n'en parle pas trop. Parce que ça fait au moins 3 ans, je cherche à faire ma carte de consulaire en tant que Camerounaise. Parce que on nous a dit que nous, les femmes, nous ne perdons pas notre nationalité. Et j'ai une sœur en Belgique, elle a eu cette chance parce que j'ai beaucoup pleuré parce que je n'ai pas voté. Elle a eu cette chance de voter. Qu'est-ce que au niveau, vous qui êtes président d'un parti politique, vous pouvez faire pour nous qui résidons ici en France et ailleurs? Parce que je n'en peux plus de ne pas faire mon devoir de citoyenne en tant que Camerounaise. Nous sommes appelés à aller en mariage parce que même si j'étais au Cameroun, en tant qu'une fille bassa, j'ai le droit d'aller épouser un boulot, un bamléquin, un douala, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas la fille des Bassa. Mais pourquoi est-ce que nous, jusqu'à présent, certaines parmi nous, on ne peut pas avoir notre carte consulaire et voter? Voilà ma question. Merci pour la question là-dedans. Je ne sais pas si c'est dans le cadre. Si c'est dans le cadre, il va vous répondre. Le cadre, parce que j'ai cherché ça dans son ouvrage, je ne vois pas. Non, si vous lisez ce que j'ai vu, mais de toute façon, dans l'ouvrage qui arrive, la question est encore abordée. Si vous lisez ce que j'ai vu au dernier chapitre, c'est même le dernier titre du dernier chapitre, vous verrez tout ce que nous disons sur la nationalité, mais je vais vous la faire courte. Selon le code de la nationalité en vigueur au Cameroun, celui qui date de 1968, les femmes d'origine, les Camerounaises, qui épousent des étrangers ne perdent pas leur nationalité. Ils la conservent, sauf le cas spécifique où la femme, en épousant un étranger, renonce formellement à sa nationalité. Formellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dame écrit un document qu'elle adresse. Ce qui n'est pas mon cas. En lui disant que, qui est, par exemple, le Bakoko. Le Bakoko, c'est une autre langue. Mais la particularité, par exemple, avec le Vassor, qui est dans la famille Po, c'est que, ou le Babimbi, qui est à Edea, c'est que nous avons, je vous vois rire parce que vous les mettez dans la grande famille Sawa. Mais vous verrez que ce qui lie tous ces gens, c'est par exemple le Ngorlituba. C'est ce que je dis toujours, par exemple, aussi du peuple Béti. Dans le peuple Béti, le mot Béti ne désigne pas une langue, mais désigne une communauté. Mais là-dedans, vous avez les Wondo, vous avez les Tone, ainsi de suite. Le mot Bamileke ne désigne pas une langue, il désigne une communauté. Vous avez le Bafoussam, vous avez le Bangante, vous avez le Bafang. Donc, pour revenir à la question de la délimitation géographique, je vous dirais que en créant la région Sawa, selon les informations que vous venez de me donner, je passe immédiatement de 58 régions à 48. Parce que 3, tout à fait. Parce que 10 des régions que je viens de créer sont affinitaires par l'histoire, par la généalogie, par tout ce que vous avez énuméré. C'est ça qui en fait une communauté. Et on ne déplace personne, parce qu'il faut le préciser. On est dans le prolongement géographique. Donc ce n'est pas parce que désormais le Sawa de Douala, d'Ouvouri, est dans la même région avec le Sawa de Limbe, qu'on aura quelqu'un. Ou du Nyon Ekele, comme vous. Ou du Nyon Ekele. Parce que le Sawa que vous allez chercher au Nyon Ekele, en fait, vous le trouvez comment? En passant par la Sanaga maritime. Parce que c'est des migrations. Vous faisiez même partie de la grande Sanaga maritime à l'époque. Mais bien sûr que ça s'appelait la grande. On vous a juste. C'est ce pot que vous cherchez, vous irez le trouver là, dans le Nyon Ekele. Mais où? Juste même à la frontière avec la Sanaga maritime, dans le prolongement de Mesondo, par exemple. Donc jusque-là, vous ne déplacez personne. Et c'est exactement ce que nous disons. Alors, imaginez, Monsieur Essaka,
que l'exercice d'agglomération de 10 régions, savoir que nous venons de faire le gouvernement au Tchad. Et il arrive au Cameroun, quand il est nommé ministre, et il veut me rendre visite. Et il m'appelle, je lui dis, ok, on se voit à 19h à la maison. Et moi, je fais tout pour être à 19h à la maison. Et quand il arrive, il me dit, ok, président, je suis à Bastos, je marche comment? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous à Bastos? Il me dit, mais je viens à la maison. Depuis quand j'habite Bastos? Il dit, mais j'ai lu partout que tu as acheté une villa à Bastos, c'est pour ça que j'ai préféré t'appeler pour arriver à Carrefour Bastos. Mais on en rit jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Non, enfin, je vais vous raconter tout ça. Juste pour... Ah ouais, c'est des anecdotes, c'est des anecdotes. C'est des petites anecdotes, enfin, on a dit qu'on fait, on fait un live, le truc, live, je pense à tout ça aujourd'hui, mais c'est quand même important. Parce que, finalement, vous finissez parfois par gober tout ça. Mais pourquoi? J'espère que tu as compris pourquoi je le disais. C'est parce que, à la base, oui, quand je fais irruption dans le champ politique, je suis comme tout le monde, quoi. Et moi, je ne veux d'ailleurs pas perdre cette identité, parce que même le live que je suis en train de faire là maintenant, je reçois des messages, des gens me disent, oui, mais écoute, qu'est-ce que tu fous dans les lives? Je dis, moi, ça ne me dérange absolument pas. On nous a vendu des modèles d'hommes politiques, brumeux, mystérieux, ténébreux, parlant d'une certaine façon, marchant d'une certaine façon. Le résultat, on le connaît, c'est un pays à la ramasse. C'était de vulgaires bandits qui ont spolié tous les biens publics. Donc moi, je veux bien que les gens portent des costumes qui n'ont aucun sens et jouent les mystérieux. Mais si c'est pour plonger le pays dans la gabegie et autres, ça ne sert à rien. Donc moi, je continue à penser que un homme, c'est des principes, c'est des valeurs. Et même si, évidemment, à un moment, ceux qui se bagarrent contre lui réussissent à travestir la perception que l'on peut avoir de lui, les basses choses finissent toujours par mourir de leur propre médiocrité. C'est même aller très bas. C'est même aller très bas pour donner la parole à... Quand c'est même aller très bas où on nous disait que vous n'avez pas eu un visa pour aller aux États-Unis, bon, on n'a rien, quoi. On n'a rien. C'est vrai. On n'a rien. Le visa des États-Unis, on n'a rien. Ah non. Ah ben ça c'est le truc, c'est récent ça. C'est récent. Oui. Ah non, mais toi tu en ris. Derrière chaque accusation publique, il y a une bataille pour la crédibilité. Et quand un opposant est accusé d'avoir été acheté par le pouvoir, ce n'est plus seulement son image qui est en jeu, c'est la confiance du peuple. Au Cameroun, la parole politique est devenue un champ de suspicion permanent. Alors quand Cabral Libby prend la parole en direct pour se défendre face aux accusations de proximité avec Paul Biya, ce moment dépasse sa personne. Il touche à une question centrale. À qui faire confiance? Dans son intervention, Cabral Libby commence par rappeler qu'il n'a pas attendu la politique pour exister médiatiquement. Il évoque ses talents, sa visibilité antérieure, sa reconnaissance publique. Le message est clair. Il ne serait pas entré en politique par opportunisme. Il insiste également sur un point sensible. L'argent. Selon lui, la politique n'est pas le chemin vers la richesse. Il affirme que les plus grandes fortunes du monde ne se sont pas construites par la fonction politique. À travers cet argument, il cherche à déconstruire l'idée selon laquelle il aurait rejoint le système pour s'enrichir. Mais au-delà de la défense personnelle, la vraie question pour le Cameroun et pour l'Afrique est ailleurs. Pourquoi presque automatiquement, une partie de l'opinion pense-t-elle qu'un opposant peut être acheté? Cette suspicion généralisée révèle une crise profonde de confiance. Et cette crise ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'années de déception, de promesses non tenues, de revirements spectaculaires. Première leçon pour l'Afrique. La crédibilité politique ne se réclame pas, elle se construit dans la durée. Les discours, même sincères, ne suffisent plus. Les citoyens veulent des preuves concrètes, visibles, constantes. La parole seule ne rassure plus un peuple fatigué. Cabral Libby parle aussi du financement de ses campagnes. Il compare les montants dépensés en 2018 et en 2025. Il évoque des chiffres importants, des dons de plusieurs dizaines de millions, et souligne qu'aucune accusation n'a été formulée récemment malgré l'augmentation des dépenses. Il veut montrer que la transparence et l'évolution organisationnelle expliquent cette différence. Deuxième leçon pour l'Afrique. La question du financement politique doit être clarifiée, institutionnalisée et contrôlée. Tant que l'argent circulera sans mécanisme public clair, la suspicion dominera. Ce n'est pas seulement un problème camerounais, c'est un défi continental. La démocratie a un coût, mais ce coût doit être lisible. Quand les citoyens ne comprennent pas d'où vient l'argent, ils imaginent le pire. Il reconnaît également que certains élus locaux de son parti ont déçu. Il parle de petits rois devenus arrogants une fois au pouvoir municipal. Cette lucidité est importante.
Elle montre que le problème du pouvoir ne concerne pas uniquement les anciens régimes. Le pouvoir transforme, parfois négativement. Troisième leçon pour l'Afrique. Changer les visages ne suffit pas. Il faut changer la culture politique. Sans mécanisme de contrôle interne, sans exigence éthique, même les nouveaux leaders peuvent reproduire les anciennes pratiques. La transformation du continent passe par la transformation des mentalités. Cabral Libby insiste aussi sur les limites juridiques qui encadrent les communes. Il explique que les maires ont peu de marge de manœuvre à cause des lois existantes. Cela soulève un autre enjeu majeur, la décentralisation réelle. Beaucoup de citoyens reprochent aux maires l'état des villes, mais ignorent parfois les contraintes institutionnelles. Quatrième leçon. Pour exiger des résultats, il faut aussi réformer les structures. Une démocratie efficace repose sur des institutions cohérentes. L'Afrique ne peut pas espérer un développement local fort si les collectivités restent dépendantes et juridiquement limitées. Il aborde également la question de la nationalité et du droit de vote des Camerounais de la diaspora. Une femme exprime sa frustration de ne pas pouvoir voter malgré son attachement au pays. Ce moment est puissant. Il rappelle que la diaspora africaine représente une force économique et intellectuelle majeure, souvent sous-exploitée politiquement. Cinquième leçon. L'Afrique doit intégrer pleinement sa diaspora dans son projet démocratique. Exclure une partie de ses citoyens du processus politique affaiblit la nation entière. L'avenir du continent ne peut pas se construire en laissant ses enfants de l'extérieur dans le silence institutionnel. Sur la question des identités ethniques et des régions, Cabral Libby développe une vision d'organisation territoriale basée sur les affinités historiques et culturelles. Ce sujet est délicat. En Afrique, les questions identitaires peuvent soit unir, soit diviser. Sixième leçon. La gestion des identités doit se faire avec prudence, respect et esprit d'unité. La diversité africaine est une richesse, mais instrumentalisée politiquement, elle peut devenir une fracture. La maturité politique consiste à transformer les différences en complémentarité. Dans son live, Cabral Libby critique aussi les modèles politiques mystérieux, éloignés du peuple. Il défend une approche plus accessible, plus directe, notamment à travers les réseaux sociaux. Il affirme qu'un leader doit rester proche, transparent, humain. Septième leçon. La politique africaine doit sortir de la culture du mystère et de la distance. Les citoyens veulent comprendre, dialoguer, interroger. La nouvelle génération exige une proximité réelle. Mais cette proximité doit s'accompagner de cohérence, car la visibilité sans constance peut aussi fragiliser. Il affirme enfin que les accusations finissent par mourir de leur propre médiocrité. Cette phrase est forte. Mais dans l'espace public africain, la rumeur peut parfois survivre plus longtemps que la vérité. Huitième leçon, l'Afrique a besoin d'une culture du débat responsable. Les critiques sont légitimes. Les accusations graves doivent être étayées. Sans rigueur, la parole publique se dégrade. Et quand la parole se dégrade, la démocratie recule. Ce moment politique révèle quelque chose de plus profond. La tension entre espoir et désillusion. Les peuples africains veulent croire en une alternative. Mais ils ont été trop souvent déçus. Alors ils doutent vite, parfois trop vite. Mais ce doute est aussi une forme de vigilance. C'est ici que le sens de quelle leçon pour l'Afrique prend toute sa dimension. Chaque controverse, chaque accusation, chaque justification publique est une opportunité d'apprentissage collectif. L'objectif n'est pas de défendre aveuglément ni de condamner systématiquement. L'objectif est de comprendre, d'analyser, de tirer des leçons pour construire mieux. L'Afrique ne progressera pas par l'émotion seule. Elle progressera par l'exigence. Exigence envers les dirigeants. Exigence envers les opposants. Exigence envers nous-mêmes en tant que citoyens. Si un opposant est accusé, il doit répondre clairement. S'il est innocent, la vérité finira par s'imposer. Mais au-delà du cas individuel, la vraie question reste, comment bâtir des institutions si solides que les rumeurs n'auront plus de prise? Comment instaurer une transparence telle que les soupçons deviendront rares? L'avenir du Cameroun, comme celui de toute l'Afrique, ne dépend pas uniquement d'un homme ou d'un parti. Il dépend d'une culture politique renouvelée. Une culture où le pouvoir est un service, non un privilège. Où l'opposition est une force de proposition, non un simple contre-discours. Où les citoyens sont actifs, informés, engagés. La montée en conscience collective commence par cette lucidité. Refuser la naïveté. Refuser la manipulation. Refuser aussi le cynisme total qui détruit toute confiance. Trouver l'équilibre entre vigilance et espoir. Parce qu'au final, la question n'est pas seulement Cabral Libby a-t-il raison ou tort? La question est plus grande. Que faisons-nous en tant que peuple pour exiger une politique plus transparente, plus cohérente, plus responsable? Chaque événement politique est un miroir. Il reflète nos attentes, nos peurs, nos frustrations. Mais il peut aussi refléter notre capacité à évoluer. L'Afrique n'est pas condamnée à répéter les mêmes cycles.
Elle peut apprendre.